Et c'est le moment de s'informer, mesdames et messieurs. Il est 7 heures à ma montre. On espère que c'est la même heure chez vous. Cap sur Yaoundé à la rencontre de Ghislain, Pierre et Sono pour la dernière livraison de la semaine et du mois en ce qui concerne bien évidemment la revue de presse. C'est le cœur enflammé de joie que nous vous passons le témoin, Ghislain, Pierre et Sono. Bonjour et bienvenue. Douala, bonjour aux bienheureux Fidjil et Patricia à Yaoundé. Ils sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cette dernière livraison de la semaine et donc du mois d'avril 2021, vous l'avez signalé. Eh bien, on commence par ce qui est devenu une tradition au Cameroun depuis que Joseph John Ngouté a été porté à la tête du gouvernement camerounais. Comme chaque dernier jeudi du mois, il s'est tenu hier à l'immeuble Étoile qui abrite d'ailleurs les services du premier ministre chef du gouvernement au Cameroun. Il s'est tenu un conseil de cabinet, celui du mois d'avril, qui aura été largement dominé par les intrants liés notamment à la riposte camerounaise face à la Covid-19. Était principalement écouté à l'occasion le ministre Manaouda Malachi de la santé publique au milieu de ses collègues membres du gouvernement et face à eux, le premier ministre Joseph John Ngouté, le chef du gouvernement qui a été informé selon Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, de la disponibilité du vaccin anti-Covid au titre des doses acquises et qui reste à conquérir. L'on sait du reste que d'ici à la fin de l'année en cours, c'est-à-dire 2021, le Cameroun espère vacciner 5 millions de ses enfants. En tout cas, c'est une prétention qui a été formulée et rendue publique hier par le ministre Manaouda Malachi au cours de ces travaux qui regroupaient donc autour du premier ministre les autres membres du gouvernement camerounais. À Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, ce sujet se fait également étroitement lié à la fête du travail. Le 1er mai, c'est déjà demain, ce sera sans tam-tam comme sans tambour également, comparativement aux habitudes qui avaient été acquises jusque-là par les Camerounais qui festoyaient, pour parler ainsi des travailleurs sociaux qui festoyaient donc à l'occasion de la fête du travail. Pas de regroupement ni défilé, mais ce sera donc une commémoration, ce qui va d'ailleurs fragiliser un peu le dialogue déjà quelque peu distant entre employés et employeurs au Cameroun par ces temps de raffinement et par ces temps de perte d'emploi, notamment depuis que Covid-19 s'est abattu sur le monde du travail au Cameroun, comme cela s'est fait également dans les autres pays du monde entier. Eh bien, il y a cependant ce focus à tout le moins important qu'il s'agit de relever par ce matin, à savoir cette conversation, que dis-je, cette concertation qui aura donc lieu demain entre le ministre Grégoire Ouana du Travail et de la Sécurité sociale et avec les travailleurs sociaux au Camerounais. Ce sera donc du 2.0 à propos de cette concertation qui sera manifestement diffusée par les télévisions camerounaises. Le Témoin, un autre journal en kiosque ce matin, s'inscrit pour ainsi dire dans la fête pour faire un peu de la politique. Eh bien, la politique à propos de cette cohabitation devenue quelque peu difficile entre le super maire de Yaoundé et le chef d'exécutif d'arrondissement de la cité capitale. Le super maire veut phagocyter ces temps derniers, phagocyter entre guillemets. Eh bien, il veut donc phagocyter ces derniers et donc leur arracher les compétences qui leur sont conférées pourtant par le principe de la décentralisation qui est en cours au Cameroun depuis quelques mois maintenant. Ce qui plante d'ailleurs une espèce d'ambiance de méfiance entre le super maire et les maires d'arrondissement d'une part et d'autre part entre le super maire et les populations camerounaises qui crient ainsi, bien entendu, relativement aux pensions et en termes de satisfaction de leurs besoins à la base, ce qui n'est plus le cas pour certaines mairies à aider la fête internationale du travail et l'aube du travail qui d'ailleurs chassé à ce jour entre la vie et la mort après avoir subi les services des agents de la mairie de Yaoundé 5e ont osé couvrir pour ce qui est donc de la télévision Canada internationale la prestation de serment des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Au-delà des coups et blessures, le matériel de travail a d'ailleurs confisqué par les services du maire Yaoundé 5e et donc qui est dénoncé avec dernière énergie par le syndicat national des journalistes du Cameroun.
En deuxième une du quotidien bleu encore, des faits tels qui se sont déroulés réellement à propos de ces enfants qui ont perdu la vie à Douala, la capitale économique du Cameroun, après avoir consommé, dit-on, des avocats. Eh bien, selon une enquête qui a été menée par le quotidien bleu, il s'est agi simplement d'une intoxication. On en sait donc un peu plus sur les causes réelles de ce qui a enlevé la vie à des enfants du côté de Douala. Et Singan, l'hebdomadaire est également en kiosque ce vendredi. Il parle enfants aussi en ceci qu'un d'eux a été mutilé du côté d'Ambam. Nous sommes dans la vallée d'une thème région du sud Cameroun. Les auteurs seraient donc un chauffeur et un autre employé d'une société forestière opérant dans la localité, dans le département. Des faits de viol et même d'homosexualité qui ont été portés d'ailleurs à l'attention du procureur de la République qui est compétent à la matière en tout cas. Et Singan se propose de suivre cette affaire avec minutie et jusqu'à la lie. L'éco-santé est également en kiosque ce vendredi. Eh bien, il en avait douté au départ. Il se veut convaincu ce matin, à savoir que la campagne qui a été lancée très récemment encore, campagne des vaccinations anti-Covid au Cameroun, et bien que donc les personnels de santé eux-mêmes s'étaient montrés distants vis-à-vis du vaccin qui a donc été acquis par le Cameroun. D'ailleurs, ce sont quelques-unes, 2 ou 3 marques qui ont déjà été acquises par le Cameroun. Aujourd'hui donc, et chemin faisant, l'Ordre national des médecins demande au personnel de santé de se faire vacciner. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de danger à se faire vacciner si l'on s'en tient à la voix qui ressort donc de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui appelle pour ainsi dire les personnels de personnels médico-sanitaires au Cameroun à se faire vacciner. Question de se mettre eux-mêmes à l'abri avant de prendre en charge les autres Camerounais. Le vaccin anti-Covid ne tue pas, il est bon. C'est une affirmation qui est faite par l'Ordre des médecins du Cameroun. Il souhaite d'ailleurs que les préjugés relativement à ces vaccins soient simplement éconduits d'abord par les personnels médico-sanitaires, ensuite par la communauté nationale pour parler de l'ensemble des Camerounais. Que les préjugés soient également évacués. S'agissant du CIGIFES, il s'agit là d'une notion qui est étroitement liée au ministère des Forêts et de la Faune. Le journal La Nation en kiosque ce matin revient sur cette importante concertation qui a réuni l'Allemagne, l'Union européenne et le gouvernement camerounais sur la gestion durable des forêts et même la fiscalité y relative. Pour le ministre Jules de Rendongo, le patron de ce département ministériel, eh bien, il est question de changer de paradigme. Car, faut-il le rappeler, son département ministériel, le département ministériel dont il a la charge, est le 3e contributeur au budget de l'État du Cameroun, au rang donc des contribuables de l'État camerounais. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, propose ce matin d'aller en profondeur sur ce pourquoi le super maire de Yaoundé, comme les autres super maires des villes camerounaises concernées par cette nouvelle disposition, eh bien, que donc ils sont en conflit avec la décentralisation. Le cas de Yaoundé cité en exemple par le journal, eh bien, la vérité c'est que personne n'essaie de faire les attributs de la communauté urbaine ici comme là-bas. Et d'ailleurs, les habitudes ont la peau dure. Voilà ce qui cloche et voilà ce qui fait problème si l'on s'en tient au quotidien de Guardian Post. Le jour d'évaluation a depuis sonné selon Achille Mbembe et même les autres critiques qui parlent ainsi de la France-Afrique, de cette relation entre tout un continent, l'Afrique et la seule France, relativement donc à la France-Afrique, mais de Macron, eh bien, l'heure de l'évaluation a depuis sonné selon Achille Mbembe et les autres intellectuels critiques. Rien de nouveau sous le soleil. Si l'on s'en tient donc à ceci, à chaque fois, la France déshabille Paul pour habiller Pierre et vice-versa, mais les mêmes pratiques sont là. Seul change la couleur des vases, selon qu'il s'agisse hier de Mitterrand ou aujourd'hui de Macron. Le soir ce matin, faut-il le rappeler, fait dans la diversité diplomatique qui est d'ailleurs un trait caractéristique au Cameroun. C'est donc une option qui a été prise par le gouvernement de la République avec à sa tête et au plus haut niveau le chef de l'État. La diversité diplomatique et donc en termes de coopération, c'est le cas de le signaler avec le soir ce matin. Signaler donc ce bel accord entre la Russie et le Cameroun et Kremlin qui veut ainsi encourager activement d'ailleurs l'éducation camerounaise
par un système informatisé. Afrique Info, le journal d'Angel Fils, est également en kiosque ce jour. Il parle politique et en français pour battre en brèche un virtuel remaniement ministériel dont on sait qu'il est en construction et même en circulation dans les réseaux sociaux. Eh bien, cela met d'ailleurs à nu un certain nombre de pratiques qui visent à mettre hors de l'establishment le directeur, que dis-je, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, soit l'un des principaux collaborateurs du chef de l'État camerounais. Et ce matin, le journal Matin, au contraire, la confiance large éventuelle de Paul Biya vis-à-vis de son DCC, j'ai nommé Samuel Mvondo Ayolo. Le quotidien est également en kiosque. Pour sa part, il voit déjà siffler le train Intercity entre Yaoundé et Douala. L'on sait que l'annonce avait été faite très récemment encore par le ministre Jean-Ernest Massena Ngalé-Bibé en charge des transports au Cameroun. Eh bien, ce sera chose faite très bientôt, annonce donc le quotidien en kiosque ce jour. L'économie quotidienne, lui aussi signale dans le registre de l'agriculture la relance du café Robusta pour ce qui est du continent africain. Eh bien, la filière avait été rendue malade par la maladie Covid-19. Eh bien, ce matin, le journal rappelle que l'Agence d'Afrique et Madagascar des cafés Robusta veut donc remobiliser et remonter la pente dans le temps et dans l'espace. Elle s'est d'ailleurs résolue à cela. C'était du côté de Lomé au Togo, au terme d'une assemblée générale qui s'est tenue de ce côté-là. Dans le registre de la dette, revenons à la maison avec le quotidien Émergence qui est lui aussi en kiosque ce matin. Il fait dire que les sociétés à capitaux publics du Cameroun, eh bien, ont vu leur enveloppe globale en termes de dette complètement grimpé de l'ordre de 10 milliards de francs CFA à cause bien entendu de ces châtiments de la bourse, eh bien laquelle connaît de fortes variations. Eh bien tout cela est d'ailleurs lié, on le sait, au contexte sanitaire mondial, à savoir la Covid-19. Info Matin, le journal de Dieu de Namvang, se veut presque sentencier ce matin sur le cas du port autonome de Douala, la capitale économique du Cameroun. Il semble révéler que le matériel de dragage récemment acquis par le port autonome de Douala était donc de seconde main, si l'on s'en tient aux écrits d'Info Matin ce matin, et qu'en plus les prestataires sont aux abois faute d'avoir été satisfaits. Et ça commence à faire chanter de ce côté-là, si l'on s'en tient à Dieu de Nevin qui s'exprimait ainsi dans les colonnes d'Info Matin en guise d'éditorial et par la suite au terme d'une enquête qu'a menée dans son journal. Paul Ngouaré qui dit quant à lui préfère s'apaisantir sur cette lettre qui a été adressée au président de la République Paul Biya. Eh bien, l'expéditeur, c'est simplement un collège de princes et princesses de la chefferie Bamungoun. Nous sommes là dans la région de l'Ouest Cameroun, département de la Mifi. Eh bien, face aux détracteurs, ils s'expriment ainsi, eux, c'est un membre du collectif. C'est là pour rappeler que ce collège veut simplement la paix, même s'il faut procéder donc au partage des biens qui ont été légués par leur défunt père, qui était donc chef de ce côté-là, chef du côté de Bamungoum. Et avec ces informations qui sont donc portées par le quotidien Réalité de Paul Ngouaré qui dit, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce vendredi, Stop Fin. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. On vous retrouvera avec le même tempérament lundi prochain quand il sera 7 heures. Pour le moment, repartons du côté de Douala pour retrouver Michael Chipkio à qui nous allons repasser le pouvoir pour conduire la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous, à Douala. Et la suite à Douala avec la nouvelle expression qui parle aussi de ce sommet France-Afrique en préparation. Pourquoi Macron a sollicité Achille Bembe pour l'aider à conduire les travaux? Le célèbre écrivain et historien camerounais explique pourquoi il a accepté de conseiller le président français, lui à qui la main a été tendue pour apporter des éclairages pour la tenue de ce sommet France-Afrique. Le président Emmanuel Macron qui a donc voulu mettre de son côté de nombreuses intelligences camerounaises pour cela. Et bien, depuis
depuis lors, Achille Bembe fait l'objet de nombreuses critiques après sa sollicitation par le président Macron pour préparer son échange avec la société civile africaine au sommet Afrique-France de Montpellier. L'historien s'explique dans les colonnes de La Nouvelle Expression aujourd'hui. Pour lui, l'objectif immédiat, c'est de faire bouger les lignes, c'est d'imposer dans l'agenda politique et culturel la nécessité d'un changement en profondeur des relations entre l'Afrique et la France, l'Europe et par ricochet les puissances du monde. Et sur le long terme, il s'agit de provoquer l'histoire. Encore faut-il savoir poser les seules questions qui vaillent, écrit le journal La Nouvelle Expression aujourd'hui. Pourquoi Achille Bembe a accepté d'accompagner Emmanuel Macron? Ces explications à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce vendredi. Le journal qui parle aussi de succession, des questions de succession à la tête de l'État du Cameroun avec cette tribune du journaliste Benjamin Zébazé. Pourquoi Franck Biya ne sera jamais président de la République de ce pays? Eh bien, c'est le titre de cette tribune de Benjamin Zébazé. Pour lui, Franck Biya peut réunir tous les généraux du monde. Il ne voit pas de quels atouts il dispose pour diriger le Cameroun, bien que ce soit la palissade que de dire que le Cameroun n'est ni le Tchad, ni le Togo, ou encore moins le Gabon. Le fait est qu'aucun de ces pays n'a ni notre diversité ethnique, ni notre diversité linguistique, ni notre diversité culturelle. Dans tous les pays cités en dehors de la capitale politique, aucune autre ville n'a l'envergure ni de Douala, Yaoundé, Limbe, Boya, Bamenda, Bafoussam, Gaoundé, Garoua, Maroua. Si dès qu'on contrôle N'Djamena, Lomé, Libreville, on contrôle tout un pays, est-ce possible au Cameroun, en cas de crise grave? Des éléments d'analyse que convoque Benjamin Zébazé pour justifier son affirmation selon laquelle Franck Biya ne sera jamais président de la République du Cameroun. Le journaliste s'appuie sur la naissance d'un mouvement dit franquiste depuis quelque temps dans notre pays et des appels qui se font de plus en plus retentissants à l'endroit du fils du président de la République du Cameroun pour l'alternance de plus en plus citée dans l'alternance à la tête de l'État au Cameroun. Lire la tribune de Benjamin Zébazé en 2 pages dans les colonnes de La Nouvelle Expression de ce vendredi. Le Messager parle aussi des questions de succession à sa une ce jour. Avec la démocratie qui semble étranglée, eh bien c'est en interrogation que le journal en parle à sa une aujourd'hui. Vers l'étranglement de la démocratie au Cameroun, question posée par le Messager. Certains acteurs politiques redoublent de manœuvres strangulatoires aux principes démocratiques au fil des jours. Remplacer Paul Biya a tout dit par des chemins tortueux est devenu presque l'enjeu dans notre pays. Mais comment se fera cette transition générationnelle dont a parlé le président de la République Paul Biya lui-même, pour ne pas dire l'alternance? Les mécanismes de dévolution du pouvoir semblent en situation dans notre pays. Après le mouvement 10 millions de nordistes lancé par le journaliste Guiba Gatama et interdit dans la foulée, est né le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun. Ce groupe de pression jure aussi ces grands dieux que Franck Biya, le fils aîné de l'actuel chef de l'État, est le joker pour une alternance au sommet de l'État, contrairement au mouvement interdit. Et c'est bien le mouvement 10 millions de nordistes qui s'appuyait sur le Grand Nord exclusivement. Le dernier mouvement, le mouvement franquiste, bien sûr, compte ratisser large sur toute l'étendue du territoire national pour asseoir leur champion sur le fauteuil de son père. C'est une complexité, effectivement, à lire dans ce qui s'apparente à l'alternance qui s'approche à la tête de l'État du Cameroun selon le journal Le Messager. Pour l'heure, ni le concerné, c'est-à-dire Franck Biya, ni le pouvoir de Yaoundé n'a rien dit de ce mouvement, suscitant au sein de l'opinion toutes les appréhensions possibles. Et bien, que deviennent donc les formations politiques? Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le Social Democratic Front et bien d'autres partis politiques de l'opposition et même le parti au pouvoir, le RDPC. Que disent-ils en ce moment? Quelle place occupent-ils dans l'alternance à la tête de l'État du Cameroun qui approche? Analyse de Franck Essomba à retrouver dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le
journal qui parle aussi de presse en danger dans notre pays, presse en danger à l'approche du 3 mai prochain, journée en cette veille justement de la célébration de la liberté de la presse et de la fête du travail. Des équipes de la télévision, de votre télévision, Canal 2 International, ont été victimes hier, victimes collatérales de RIX, opposant des agents de la communauté, de la commune plutôt de Yaoundé 5e et des conducteurs de moto-taxi dans la capitale camerounaise. Le caméraman de Canal 2, Bertrand Tsassé, a été copieusement bastonné par des agents de la dite mairie. Sa caméra cassée et confisquée par les mêmes agents qui lui ont promis la mort, ainsi qu'aux autres membres de l'équipe de reportage qui l'accompagnait, c'est-à-dire chauffeurs et journalistes. Ils n'ont été mis hors de tout danger plus tard que par la police qui campait autour de la dite mairie, la mairie de Yaoundé 5 à Yaoundé. Et joint au téléphone plus tard, le maire Augustin Bala de Yaoundé 5e s'est contenté de dire que l'équipe de Canal 2 n'avait pas à se retrouver là et orienter nos reporters ou alors nos responsables, les responsables de Canal 2 Yaoundé vers le commissariat de sécurité publique. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui s'est également saisi de cette question, condamne cette barbarie inexplicable et appelle les journalistes à se tenir prêts pour le mot d'ordre qui sera incessamment lancé afin que cessent définitivement les voies de fait sur les hommes de médias. Bertrand Tsassé, aujourd'hui interné à l'hôpital, suit des soins. Canal 2 International également condamne avec la dernière énergie cet acte de sauvagerie perpétré sur son journaliste hier par des agents de la commune de Yaoundé 5e. Le journal parle également du port autonome de Douala avec l'occupation de la place portuaire qui semble faire problème, et on s'achemine vers une grogne des opérateurs économiques au sujet de l'occupation temporaire de l'espace portuaire. Les opérateurs économiques crient donc au scandale selon le messager à la lecture de sa convention d'occupation temporaire des parcelles du domaine public et des installations du port de Douala Bonabéry que leur impose le port autonome de Douala. Tous ces opérateurs économiques installés sur la place portuaire sont aux abois sur la base de cette nouvelle convention, une convention qui renouvelle justement le contrat de concession. Aujourd'hui, après plusieurs années de jouissance des conditions de l'ancien contrat, jugé d'ailleurs favorable par les uns et les autres, l'administration portuaire leur impose, selon le messager, de nouvelles conditions qualifiées de draconiennes. Tenez par exemple le prix du loyer qui lie le port autonome de Douala à ses prestataires locataires passé du simple au triple pratiquement, dénoncent ces opérateurs de la place portuaire. C'est un contrat d'adhésion qui leur est imposé aujourd'hui. Bien plus grave encore, le renouvellement du contrat de concession n'est plus automatique après la demande faite par la Modiataire. Le renouvellement doit être signifié et de façon écrite par l'administration portuaire. Et lorsque le renouvellement sollicité par la Modiataire n'est pas accordé, les constructions, les installations et les ouvrages réalisés par l'opérateur deviennent de plein droit la propriété du port autonome de Douala, une clause du contrat d'adhésion qui est qualifiée d'inacceptable par certains opérateurs économiques installés sur la place portuaire de Douala. Au-delà de cela, bien d'autres plaintes portées par ces opérateurs économiques de la place portuaire à retrouver en page 6 du quotidien Le Messager en kiosque ce vendredi. On termine avec l'œil du Sahel, ce jour qui nous parle encore d'importation des écrues et comment la SICAM, la cotonnière industrielle du Cameroun, plombe son usine dans le Grand Nord. Cette unité de transformation du coton semble délaissée par l'entreprise qui préfère privilégier plutôt les importations. Et la nouvelle fermeture de l'usine de la SICAM de Garoua qui se profile à l'horizon, couplé à la décision du conseil d'administration d'interdire les importations des écrues tant que l'usine de Garoua est fonctionnelle, suscite moult analyses dans les milieux avisés de la partie septentrionale du Cameroun. Certains de ces analystes n'hésitent d'ailleurs pas à voir derrière les difficultés de l'usine de Garoua une volonté délibérée des dirigeants de la SICAM de laisser à l'agonie cette usine pour privilégier des importations derrière lesquelles se cachent souvent des intérêts obscurs, prévient le hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. Le journal parle également de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, avec notre pays qui franchit la barre de 1000 décès. Le Covid a tué 1150
107 personnes précisément depuis sa survenue en mars 2020 au Cameroun. Cependant, les petits pas de la campagne de vaccination anti-Covid-19 se font encore dans notre pays. Une campagne de vaccination intensive a été lancée en raison de l'urgence d'atteindre une couverture vaccinale d'au moins 70% pour les groupes cibles concernés. Le ministère de la Santé qui veut en finir avec l'hésitation vaccinale. C'était pendant une table ronde organisée entre les experts que le constat a été fait dans la capitale camerounaise. On termine justement définitivement avec le journal Écho des marchés. Écho des marchés également en kiosque ce jour qui nous parle de lutte contre la contrefaçon des vins et liqueurs au Cameroun. Malgré les opérations coup de poing du ministère du Commerce, le journal Écho Marché constate que les contrefacteurs redoublent d'ingéniosité. Conséquence, ces produits contrefaits, vins et liqueurs continuent de se vendre allègrement dans de nombreux marchés au Cameroun. Et la délégation régionale du ministère du Commerce pour le littoral qui a donc perdu le sommeil face à ce phénomène est dans la bataille effectivement pour traquer ces contrefacteurs. L'éclairage de Simon Omba Belinga, délégué régional du ministère du Commerce pour le littoral dans les colonnes du journal Écho des marchés en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de liquidation des banques au Cameroun avec le cadre amiable du président Paul Biya qui est toujours sans implémentation plusieurs années après. L'appel a été lancé une fois de plus par Pierre Nunkam, auditeur bancaire qui exhume l'ordonnance du 27 avril 1990, toujours pas implémentée aujourd'hui, cette ordonnance qui parle justement du cadre amiable, une ordonnance du chef de l'État, Pierre Nunkam, qui a donc rappelé, qui a donc lancé un appel aux autorités, au ministère de la Justice notamment pour l'application de ce cadre amiable du président de la République. Question de mettre à l'abri des clients parfois victimes des affres de la fermeture de nombreuses banques et établissements de microfinance dans notre pays. Merci beaucoup Michael Tipio. Vous serez au bon soin du couple magnifique Thierry Carole et bien sûr Patricia Kei. Ce sera lundi prochain à partir de 7h, oui, on va dire 1 heure de moins en temps universel, le temps de parler de cet incident de trop, oui, qui remet d'ailleurs en question la liberté de la presse au Cameroun. Alors cet incident s'est déroulé, vous l'avez d'ailleurs relevé tout à l'heure, hier donc à Yaoundé, notamment dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, alors que notre équipe de reporters couvrait donc une rixe entre les agents municipaux et bien sûr quelques conducteurs de moto, et c'est notre collègue qui va en sortir totalement roué de coups, un visage méconnaissable. Alors c'est un incident que beaucoup d'organes de presse n'ont pas tardé de condamner, et vous également ce matin. Oui, mais écoutez, c'est une affaire assez grave, hein, une atteinte grave contre la liberté de la presse. Et l'histoire survient seulement quelques jours avant la journée de la liberté de la presse. Et effectivement, depuis hier, on ne comprend pas comment des agents d'une mairie, la mairie de Yaoundé 5 en l'occurrence, peuvent s'en prendre de façon aussi violente à une équipe de reporters qui est en situation de travail tout simplement, qui est venue couvrir des manifestations de ces agents municipaux contre des conducteurs de mototaxi, c'est-à-dire une équipe qui est venue simplement travailler, mais que ces agents de la mairie de Yaoundé 5 s'en prennent aussi violemment à une équipe de reporters. Je crois que ça, c'est au-delà du compréhensible. Depuis hier, on se pose des questions autour de cette affaire. C'est une atteinte, vous l'avez dit, grave à la liberté de presse, et on l'a suffisamment dit depuis hier. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui a également pris la parole sur la question, a condamné de façon énergique cette atteinte à la liberté de la presse. Bertrand Sassé, puisqu'il s'agit de lui, notre caméraman, est en soins en ce moment dans un hôpital de Yaoundé après avoir été copieusement molesté par ces agents de la commune de Yaoundé 5. Et le plus curieux dans l'affaire, c'est qu'après les incidents, effectivement, notre rédacteur en chef délégué en charge de notre rédaction justement à Yaoundé contacte le maire Augustin Bala, il s'agit de lui, le maire de Yaoundé 5, pour s'enquérir de la situation, pour tenter de comprendre ce qui s'est exactement passé. Mais le maire semble plutôt cautionner ce qui s'est passé en lui rappelant que nos reporters n'étaient pas supposés se trouver à cet endroit. Extrêmement curieux. Réaction vraiment curieuse, incompréhensible d'ailleurs,
du maire qui n'a absolument rien compris du rôle du journaliste, effectivement. Les reporters sont venus sur place pour couvrir simplement ce qui se passait, la manifestation, la rixe entre les deux parties, mais pas pour mettre le feu ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de ça, mais que des gens qui sont en opposition déjà avec des conducteurs de moto les abandonnent pour s'en prendre plutôt aux journalistes. C'est assez curieux. Et que le maire, lui, n'y trouve aucun problème. C'est ça qui est encore plus curieux dans l'histoire. C'est qu'il n'a rien compris du rôle même des médias. Ah oui, c'est exact. un problème. Malheureusement. Et c'est là où se pose la question de savoir si certains à qui nous confions des responsabilités dans notre pays comprennent même leur rôle, comprennent même ces responsabilités-là. C'est assez grave que le maire nous renvoie vers le commissariat de sécurité publique en nous disant que nos équipes n'avaient pas à se retrouver là. C'est grave et c'est extrêmement curieux. C'est une atteinte de plus. Après justement que notre reporter ait été molesté, battu, blessé et se retrouve aujourd'hui interné dans un hôpital. C'est assez grave. Je l'ai dit tout à l'heure, le SNJC s'est saisi de la question. La direction générale de Canal 2 a condamné depuis hier. Et Canal 2 se réserve justement le droit de porter plainte contre les responsables de cet acte barbare et sauvage contre un journaliste, contre un reporter. C'est une situation assez grave. Je crois que je n'en dirai pas plus parce que l'affaire va suivre son cours tout naturellement. Et à la fin, on saura bien sûr qu'est-ce qu'il faudra retenir autour de ça. Mais je reviens également, je ne partirai pas sans dire un mot sur ces agents-là, ces agents municipaux, là, comme on les appelle. Souvenez-vous, il y a quelques jours, le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, prenait un arrêté, je crois que c'était un arrêté effectivement, pour interdire l'utilisation du terme police municipale, par exemple. Ces sortes de milices, c'est comme ça que moi je les appelle ce matin, ces sortes de milices qui se croient tout permis, qui ne sont pas seulement dans la ville de Yaoundé, on les appelle Awara à Yaoundé, je ne sais pas déjà ce que ça veut dire, qui se croient tout permis, qui s'en prennent à tout le monde, qui s'en prennent parfois aux conducteurs de moto-taxi, ont lâché leur cible principale maintenant pour s'en prendre aux hommes de médias. C'est assez grave, c'est assez grave. On a affaire à des individus qui semblent agir comme des drogués, comme des sauvages, comme des bêtes féroces, qui ne comprennent absolument rien, qui n'agissent que par les muscles. Mais écoutez, il ne suffit pas d'avoir du muscle, mais il faut penser, il faut parler également avec sa tête. C'est des individus qu'on ramasse parfois dans des villages, parce qu'ils ont un peu de muscle, effectivement. On les amène dans des grandes métropoles, et on leur dit désormais, vous êtes un agent de la police municipale. Déjà que police municipale, on ne sait pas ce que ça signifie, police municipale. D'ailleurs, le ministre l'a dit lui-même, police municipale. Et là, ils sont lancés dans les rues de la ville, et agissent effectivement, comme je disais tout à l'heure, comme des bêtes féroces, s'attaquent à tout le monde, insultent, battent, et tout le reste. Donc. Et ils le font généralement au vu au su de tout le monde, parfois pas de condamnation. Souvenez-vous, l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, avait interdit, c'était plutôt le préfet Jean-Claude Tila, de regretter, mais moi, avait interdit justement le fonctionnement de ces agents des polices municipales, là, les Awara, comme on les appelle à Yaoundé, après, effectivement, une autre rixe entre les conducteurs de moto-taxi et eux. C'est des gens qui se regardent pratiquement en chien de faïence parce qu'ils ont des pratiques inacceptables, des pratiques qui ne répondent à aucune logique, qui agissent, je l'ai suffisamment dit, comme de véritables sauvages, comme de drogués, qui s'attaquent à tout le monde. Non, je crois que la situation est assez grave maintenant, qui s'attaquent aux journalistes qui sont en situation de reportage. C'est très grave. Et qui sont sauvés par la police qui suit les événements aux alentours. Non, mais c'est assez grave. Je crois qu'il faut que le ministre Elanga Obam frappe finalement du poing sur la table et qu'on réorganise totalement ce secteur. C'est des gens qui peuvent créer toute une émeute dans un pays comme celui-ci, qui sont prêts à tout et au besoin et qui peuvent créer des choses incroyables. Donc, il faut définir c'est quoi le rôle d'un agent municipal. C'est vraiment très important. Naturellement. Oui, alors, avant peut-être de vous laisser partir, il faut quand même noter que ce serait important pour ces agents de muscler un tantinet leur cerveau que de muscler leur corps. Alors, selon donc Reporters sans frontières, le journalisme est désormais dangereux au Cameroun. Le métier de journalisme est dangereux au Cameroun et le Cameroun poursuit sa longue marche arrière en matière de liberté de la presse et fait désormais partie des pays les plus dangereux pour l'exercice du journalisme sur le continent. Alors, vous pensez qu'on sortira de l'auberge un de ces quatre? Ben, écoutez, avec des actes comme ceux enregistrés hier, je crois que le chemin est encore long. Ah oui, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a encore un long chemin pour sortir de la nuit, malheureusement. Qu'un agent de police municipale ne comprenne pas qu'un reporter, un journaliste sur le terrain ne fait que son travail. Il vient faire son travail, rendre compte plus tard au public qui a le droit également d'être informé. Il viole
toutes les lois en la matière. La liberté de la presse, la liberté d'expression, le droit du public à savoir, à connaître et tout. Mais il n'y comprend absolument rien en réalité. C'est-à-dire qu'à lui, cet agent municipal, je ne porterai pas beaucoup de reproches parce qu'il n'y comprend absolument rien. C'est un individu qui parfois n'a absolument rien dans la tête. Malheureusement, ils sont comme ça des brebis galeuses dans le milieu et on est obligé d'assimiler tous, de les assimiler tous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le cas de Yaoundé. Ici, à Douala, vous les verrez. Dans les autres villes du pays, vous les verrez. Les gens qui agissent de façon vraiment inacceptable. Et bien, comme je disais tout à l'heure, Fidjil, je comptais m'appesantir ce matin simplement sur ce qui s'est passé avec le cas de notre collègue Bertrand Sassé, à qui nous souhaitons très bon courage. Mais peut-être que nous reviendrons sur la liberté de la presse en général, certainement lundi, qui est jour justement consacré à la liberté de la presse. Eh bien, sur l'affaire elle-même, qui concerne notre collègue Bertrand Sassé, je l'ai dit tout à l'heure, des mesures ont été prises, des dispositions ont été prises et on en saura un peu plus dans les jours à venir. Le SNJC qui appelle également à rester mobilisé en attendant un mot d'ordre qui pourrait être lancé dans les prochains jours autour de cette affaire inacceptable qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Un acte abject, totalement barbare et sauvage. Notre collègue de Canal 2 International, on a des dernières nouvelles, ça va? Il se remet? Il est encore à l'hôpital. Pour le moment. J'avoue que je n'ai pas eu de dernières nouvelles ce matin, mais jusqu'à hier soir, il était encore couché dans un lit d'hôpital avec des bandages, des blessures énormes qu'il a reçues à la suite de ces coups, justement, de ces agresseurs d'un autre genre en pleine capitale. Parce que c'est assez grave quand même que des individus en pleine capitale agissent de la sorte. C'est assez grave. C'est assez grave et même dangereux pour nos autorités, même qui laissent prospérer ce type de choses. Je crois que prendre simplement des arrêtés pour dire qu'il faut changer la dénomination police municipale, ça suffit pas. Ça change pas. Ça suffit pas du tout. Il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut réorganiser ce milieu, les conditions de recrutement de ces gens-là. Il ne suffit pas d'aller au village prendre quelqu'un qui, à force de porter des sacs de manioc, a eu quelques muscles et le ramener dans la ville pour dire aux gens comment il faut circuler, pour dire il n'y sait absolument rien. Il n'a pas appris, il ne sait pas comment ça se passe. C'est des gens qui doivent être formés. Ils ont une formation quand même? Pas du tout. Voilà le véritable problème. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Et il me souvient qu'il y a quelques jours, on a commencé un peu à partir de la ville de Douala à les former, à leur apprendre des petits gestes de civisme même. Je crois qu'ils doivent être éduqués même au civisme. Parce qu'il y en a très nombreux qui n'en savent absolument rien. Oui, c'est de la barbarie totalement. Ils agissent plus par le muscle que par la tête, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je crois qu'il faut les former, il faut revoir les conditions de recrutement, savoir qui est-ce qu'on met dans les villes pour aller où, pour dire quoi à qui, et surtout leur donner leurs attributions. Vous envoyez qui contrôle les véhicules. Et surtout, c'est l'occasion d'inviter toutes ces municipalités à revoir leur politique interne. C'est-à-dire, par exemple, pour ce qui est du recyclage de ces agents, c'est très important parce que c'est la sécurité de monsieur tout le monde qui en dépend. Et puis, le rôle du journaliste, c'est de relayer les faits. Donc, c'était un fait et puis ils étaient totalement dans leur droit. Allez, chers téléspectateurs, on va devoir évidemment mettre un terme à ces petits argumentaires en disant que le rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour le mois, je crois que ce sera le mois de... Oui, ce sera le mois de juin. Le mois de juin, mais je pense que Michael Chipkio sera là lundi en compagnie du couple Patricia Kei et Thierry et Carole. Mais avant de vous laisser partir, nous célébrons la journée internationale du jazz. Vous aimez Le jazz, ouais, de temps en temps. De temps en temps, on écoute un peu jazz, mais on dit parfois que c'est la musique de ceux qui... c'est une musique élitiste. Élitiste, ceux qui ne cherchent pas beaucoup. Merci Michael Chipkio d'être passé par ici. Merci, rendez-vous lundi. Nous poursuivons notre périple matinal sur les antennes de Canal 2 International. Dans pratiquement quelques minutes, ce sera donc les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde un 30 avril. Mais avant le passage obligatoire, la pub.